C'est marrant que cette série coûte extrêmement cher, qu'elle ait de la gueule et qu'en même temps elle fasse très cheap à certains moments. Alien Earth, épisode 3. Comme d'habitude, maintenant, pour les critiques hebdomadaires d'Alien, je vais spoiler l'épisode en entier. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo, allez le voir et revenez après, car je vais spoiler à partir de maintenant. Et oui, je ferai les critiques chaque semaine d'Alien. Car j'ai de la chance, l'épisode sort à 2h du matin, ça me permettra de faire nuit blanche une ou deux fois pour vous sortir quand même les critiques. Donc oui, normalement, je les ferai toutes. Que ça sorte à midi ou 18h en fonction de mes disponibilités, mais ça sortira tous les mercredis jusqu'à la fin. Sauf si je meurs entre-temps. On sait pas, on sait jamais. Du bois. Je vais être sincère, mais je pensais pas du tout que le générique qu'on a eu la semaine dernière serait le générique de la série. Je pensais juste que c'était une sorte d'introduction pour la série de manière générale, mais non. En fait, le générique de la série, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des flash-forward de ce qui se passe dans l'épisode, chose que j'ai critiqué la semaine dernière, là, on a une sorte de récap lors du générique. Et je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça met dans l'ambiance. J'aime pas les flash-forward, surtout quand tu découvres une série, mais là, vu que c'est des récaps de ce qu'on a vu précédemment, c'est bien. S'ils avaient fait la semaine dernière le générique uniquement avec ce costume d'alien et les œufs qui montrent au début dans le générique, ça aurait été super. Les flash-forward ont un peu gâché ça pour moi, c'est pas un drame, hein, mais jusque là, le générique avec l'ambiance musicale qu'il y a dedans, le récap en même temps, je trouve que c'est une très bonne idée et en vrai, ça déchire, j'aime bien. J'ai juste pas aimé la semaine dernière parce que pour moi, ça a gâché l'introduction de la série. En tout cas, là, on a une double course qui se met en place. On a d'un côté ce personnage principal qui doit sauver son frère et l'autre côté, on a Prodigy qui doit récupérer les spécimens et ça montre bien les deux motivations principales des entités qui sont sous Prodigy, des motivations plus humaines d'un côté et d'un autre point de vue plus mercantile, disons, plus par rapport à la science, par rapport à la compétition, par rapport à la rivalité avec Yutani. Et j'aime beaucoup l'idée que Timothy Olyphant, son personnage, est un père de famille qui ordonne et même domine ses enfants parce que ça sera vraiment peut-être la thématique principale de l'œuvre. Il y a une vraie fascination de la part des enfants qui se reconnaissent dans les expériences et les cages dans lesquelles sont ces créatures qu'on voit ici. Ils y voient leur passé, leur ancien corps, leur ancienne identité. Personne. Et ce personnage ouvre les yeux grâce à la créature œil qu'on a là. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Donc c'est hyper intéressant ce lien qui est fait entre les deux, que ce soit un lien symbolique, thématique pour l'œuvre, ou tout simplement organique et scénaristique par rapport au fait que cette créature a imprégné une pensée dans cette synthé qu'on a juste là. Donc je trouve que c'est une super idée d'avoir une créature qui est en forme d'œil, qui permet d'ouvrir les yeux, littéralement. Parce qu'un parasite est censé te faire du mal. Là, le fait d'avoir touché le parasite, ça la réveille. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, que ce soit vrai ou pas, ou juste symbolique, ça marche dans les deux cas. Et c'est ça, je pense, l'une des forces de la série aussi. Parce qu'elle commence vraiment à se poser des questions sur son identité, sur le fait de garder son prénom, sur son genre aussi, sur sa liberté de manière générale. Et ça, c'est vraiment bien dans l'œuvre. Et Kirsch, qui est donc ce PDG, il veut voler la Yutani pour faire de la R&D et handicaper en même temps son concurrent principal. Faut le savoir, lui, c'est la nouvelle entreprise qui est vraiment arrogante, qui est jeune, mais qui peut rivaliser avec les gros monopoles actuels, l'oligarchie de ce monde, où il y a 4 autres entreprises en rivalité, mais lui, il veut faire tomber la Yutani, parce que c'est le but des entreprises, hein, c'est de se faire tomber les unes les autres, et lui, il a cet ego où il veut vraiment dominer, alors pas forcément le monde d'un point de vue, il veut être le président du monde, mais d'un point de vue où il veut de la compétition, il veut la confrontation, c'est ce que lui, il kiffe, et c'est ce qu'il veut de manière générale, alors qu'il en a pas besoin, en théorie. Le mec, il vient de créer des synthés slash humain, slash cyborg, enfin un mélange des trois, quoi, c'est assez génial, et pourtant il veut aller encore plus loin, il veut pousser les choses à son maximum, hein, de manière générale, et je trouve que c'est intéressant parce que lui ordonne le personnage de Timothy Olyphant comme si c'était son enfant, et donc chaque personne aura une sorte de parent, de supérieur, et lui voudra arrêter l'invasion alien sur la planète. L'autre côté, Kirsch, lui, voudra récupérer les spécimens. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont cette mise en scène qui est pas mal, avec Kirsch qui est d'un côté. Ils sont dans des pièces complètement différentes, évidemment, mais ils se répondent. Et je trouve que c'est bien parce qu'on dirait qu'ils sont dans la même pièce via la mise en scène. Et je trouve que c'est ce qui est le mieux géré dans l'œuvre. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus fort. Par contre, l'action, l'horreur de manière générale marche beaucoup moins. Je trouve que les décors font cheap, surtout les débris. J'y crois à aucun moment à ces décors. On dirait juste un vieux parking qu'ils ont retapé avec des effets spéciaux. L'action de manière générale, je la trouve pas impactante,
bancal, mais j'aime bien l'idée de se dire que c'est le xénomorphe qui tend un piège, parce que justement ça fait créature bien plus intelligente que les xénomorphes depuis Alien 2. Depuis Alien 2, c'est des sortes de fourmis, quoi, ou d'abeilles, ou ce que vous voulez, qui ont une ruche, qui sont un peu des bêtes sans trop de réflexion. Là, l'alien a littéralement tendu un piège, et c'est intéressant parce qu'il se passe plusieurs choses. On pense au premier abord que c'est le cyborg qui a potentiellement tendu ce piège parce qu'il utilise une arme similaire à ce que l'alien utilise. L'alien, on l'a vu dans la saga Alien, il a toujours pu mettre des humains dans des sortes de cocons. Et là, ça ressemble aussi à l'arme biologique de l'alien, donc il y a un parallèle entre les deux. On aurait pu penser que c'est le cyborg d'un certain point de vue. On peut aussi penser que c'est l'alien, ce qui le rend bien plus intelligent. Mais vu qu'on découvre maintenant que Wendy fait partie de la ruche alien, est-ce que c'est un piège fatalement? Est-ce que c'est pas juste une offrande? Est-ce que c'est pas juste l'alien qui a emprisonné cet homme et il voulait juste retrouver Wendy parce qu'en fait, l'alien reconnaît Wendy comme un autre alien, comme un autre xénomorphe. Donc ça, je trouve qu'il y a plusieurs degrés de lecture qui sont intéressants et cette confirmation que Wendy fait partie de la ruche alien, chose qui risque d'être hyper intéressante thématiquement et scénaristiquement pour le déroulement de l'intrigue. Je pense que c'est génial, c'est une super idée, ils vont l'expliquer ou pas plus tard, peu importe, en termes de scénario, c'est top. Je pense que ça crée quelque chose qui est nouveau, qui est original, et c'est bien parce que la saga Alien a toujours besoin d'originalité, de nouvelles choses, c'est l'ADN même de la saga, sauf pour Romulus évidemment, mais c'est ça que j'aime bien dans la saga Alien, c'est quand ça va au-delà, ça explore de nouvelles choses, de nouvelles thématiques, et la série le fait. J'ai des problèmes avec la série pour l'instant. J'ai du mal à croire que le xénomorphe est suffisamment puissant pour retourner une sorte de camion-container, mais ça je peux l'accepter. Je veux dire, voilà, c'est les nouvelles règles de l'univers, et surtout, ça permet de mettre sur un pied d'égalité la force de ces synthétiques avec la force du xénomorphe, parce qu'ils sont censés être, entre guillemets, les mêmes en termes de force, en termes d'ADN, entre guillemets, encore une fois aussi, parce qu'ils font partie de la même ruche. Donc je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne idée. J'adore aussi l'idée d'avoir ce frère embroché, parce qu'on s'attendait tous un peu à sa mort. J'ai vu les commentaires la semaine dernière qui disaient qu'ils s'attendaient à sa mort pour motiver Wendy, et je pense que c'est une excellente motivation. Si le frère meurt, Wendy sera obligée de se rebeller. Mais là, ils ont rajouté un autre truc, c'est que oui, s'il meurt, elle sera obligée de se rebeller contre Prodigy et tout, mais là, vu qu'elle fait partie de la ruche, elle va aussi devoir sauver les gens de sa ruche, quoi. Et je pense qu'elle va vraiment être divisée entre d'un côté son humanité, d'un côté son côté synthé aussi, mais aussi le fait qu'elle fait partie d'une ruche alien, et ça reste des êtres vivants. Et je pense qu'ils vont vraiment essayer, non pas forcément d'humaniser les aliens, mais de rappeler au monde entier que ce sont juste des créatures qui vivent, des parasites, certes agressifs, mais ils restent des créatures. Et le fait qu'il y ait une sorte d'alchimie déjà dans cette ruche, je pense que ça peut donner de très belles choses dans la suite de la série, et je pense que le showrunner, il a de très bonnes idées par rapport à ça, et j'ai hâte de voir la suite juste de ce point de vue-là. Maintenant, je vais être honnête, encore une fois, l'alien mis en difficulté par rapport à son organe, vous savez, le symbole phallique de la saga, avec, vous savez, toute cette connotation de viol utilisée constamment, et l'émasculation qu'elle fait sur lui, je trouve que c'est intéressant. Et j'aime bien le costume de manière générale, mais ça fait cheap. Je suis désolé, hein, ça fait super cheap, pas le costume, mais la mise en scène. À l'époque, dans Alien 1, ils avaient un costume aussi, qui était sûrement moins bien et moins pratique que celui-ci, mais ça fait cheap parce que la mise en scène n'est pas bonne. Et encore une fois, moi ça me dérange parce que l'action et l'horreur ne marchent pas dans cette série. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress, et surtout, lorsque tu as un xénomorphe, quelqu'un l'avait dit sur les réseaux, j'ai vu ça, est-ce que le xénomorphe n'est pas juste une créature de cinéma? Parce que au cinéma, tu peux faire un xénomorphe en toute splendeur. Bah là, oui, en série télé, le xénomorphe, il perd un peu de sa superbe. Il est un peu plus cheap. Et pas à cause du costume, encore une fois, parce que je vois plein de gens sur les réseaux dire que le costume est moche et tout. Non, le costume, c'est une bonne idée. Mais il faut la mise en scène qui l'accompagne. C'est ça le problème. Et là, je trouve que ça le fait pas du tout. L'action est pas impactante. Elle est pas marquante. Il n'y a pas de plans qui sont intéressants. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de stress. Et pour l'horreur, c'est pareil. Tu y crois à aucun moment. C'est raté. Ça va super vite. Et ça me dérange. C'est le cul entre deux chaises en termes de mise en scène. C'est super rushé. La série veut faire à la fois Alien et Aliens pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pas marquant. Je veux dire, un plan comme ça, j'aurais dû ressentir de l'émotion. J'aurais dû être dedans. J'aurais dû me dire, putain, ça, c'est un plan limite de mi-saison ou fin de saison, quoi. C'est vraiment bien en théorie. Mais je ressens rien. Je suis pas assez investi. Pourtant, c'est une bonne idée. Mais vu que la scène d'action avant, elle était pas bien, elle était rushée, et que toute cette séquence-là, à chaque fois qu'il y a de l'action, des décors un peu... de destruction, des choses comme ça fait cheap. Bah oui, la série visuellement me déçoit. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a plein de scènes que j'adore, et en même temps, il y aura toujours une scène d'action un peu à la con qui vient gâcher un peu l'épisode, parce qu'en termes de mise en scène, bah c'est pas bon, quoi. C'est juste pas bon. Et c'est ça qui m'énerve et qui me perturbe. Mais il y a des bonnes choses, encore une fois. Les enfants
même si je trouve pas qu'ils jouent très très bien les acteurs de la série de manière générale. Alors Timothy Olyphant et tout, mais pour l'instant, aucun n'a pu briller, et aucun acteur, je me suis dit, ok, voilà, non pas qu'ils doivent être nommés à des récompenses, mais il y en a aucun qui a du charisme, qui me vend un truc en termes de talent. Ils sont tous ok, sans plus. Les enfants là m'ont un peu saoulé, mais bon, ils jouent des enfants, c'est un peu le but. Et j'aime bien l'idée scénaristique de l'exposition en guise de scénario pour expliquer des choses à un enfant, parce que ça explique les choses à ses enfants et en même temps aux spectateurs. Et c'est le cyborg qui fait preuve d'humanité pour la première fois, parce que ce sont des enfants. Et ça, c'est intéressant. Il le comprend très vite. Ce sont des enfants, et il y a son instinct paternel qui prend un peu le dessus. Il explique qui il est, ce qu'il a fait, ses motivations par rapport à Mother, par rapport à la Yutani. Il efface d'ailleurs les données de Mother pour que ce soit pas utilisé par Prodigy. Donc il est encore fidèle à Yutani, et tu sens qu'il reste humain, car il est paniqué, il est traumatisé, et il se sent coupable aussi. Ça, c'est important. Donc il y a vraiment ce mélange entre son côté cyborg et son côté humain, tellement qu'il aimerait être une machine. Pourquoi ? Parce qu'il a encore les pires parties de l'homme, c'est ce qu'il dit. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est une très bonne idée, cette quête d'identité, de qui il est, qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il est devenu. Et ça, c'est vraiment bien. Il a cette phrase où il demande comment on reconnaît une machine. Et c'est génial comme idée, surtout face à des synthétiques qui sont entre la machine et l'humain. Et c'est toute la thématique de l'œuvre par rapport à la création, l'identité et surtout au fait d'être un parent. Et ça, lui, il est ici. Il est une sorte de parent un peu agressif, mais il a son côté paternel qui ressort par rapport à ses enfants. Et ce qui est génial, c'est que l'œuf s'ouvre lorsqu'il détecte un humain. C'est vraiment une super chose parce que ça détecte l'humanité du cyborg et ça montre que ces parasites sont attirés par de la chair organique et ils vont pas se réveiller face à des synthés. Et du coup, forcément, pour les œufs et les xénomorphes, les synthés ne sont pas humains. Et c'est toute la thématique, encore une fois. Maintenant, encore une fois, l'ambiance rock, années 70, mélo, ça marche pas du tout. Je suis désolé, hein, je vois pas pourquoi il y a la musique rock dans cette série. J'adore le rock, surtout des années 70, c'est peut-être ma période musicale préférée. Mais ça ne marche pas du tout. Je le trouve dans la série, qui est grâce à un générique, vraiment avec la musique de Jerry Goldsmith, t'as l'impression, en tout cas quelqu'un qui imite Jerry Goldsmith, et l'ambiance rock and roll, ça ne marche pas. Je trouve que ça dénote complètement au milieu de l'épisode, à la fin. Je trouve que ça n'a rien à foutre, non pas dans Alien, parce qu'on peut faire un Alien rock'n'roll, mais je trouve que ça n'a rien à foutre dans cette série-là. Je trouve que c'est pas mérité en termes de visuel, en termes d'ambiance. C'est pas du tout l'ambiance de la série, et ça marche pas, quoi. Et encore une fois, ces plans larges de cette énorme ville, je trouve qu'ils servent à rien. C'est juste moche, et surtout, si tu montres une grosse ville comme ça, il faut que tu montres un peu ce qui se passe en bas. Le seul truc qu'on a vu, c'est ça, c'est le parking ici qui était détruit. Il y a un moment... Stop quoi, si tu montres la ville pour du world building, bah, il faut que tu me poses aussi en bas, au ras du sol, que je vois les humains, que je vois le monde qui existe en bas. Sinon tu montes une ville, ça n'a pas d'impact pour moi, c'est juste un budget effets spéciaux qui sert à rien. Pourtant il y a des idées, encore une fois. L'arrivée de ces gens, de ces enfants avec la lumière, tu dis ah voilà, les sauveurs, ils sont arrivés enfin, mais c'est pas ça. C'est pas ça le plan ici et l'idée et le symbolisme. C'est juste qu'ils sont en train d'abandonner l'humanité. Ils sont en train, on le voit parce qu'il y a un vrai contre-jour et une ombre sur leur visage, ils sont en train d'abandonner tout ce qui est humain, tout ce qui est moral derrière les portes de ce labo. Et c'est ça la force ici de la mise en scène et qui est bien. J'aime bien, ils ont ramené les 3 spécimens, humains, aliens, synthé, qui se lient. Ce personnage-là représente les 3. Vraiment, et ça c'est bien. Lorsque la série veut être riche en symbolique, en mise en scène, elle peut l'être. C'est ça qui est un peu frustrant. Avec, en plus, ils ont ramené de nouvelles créatures qu'on va découvrir, j'imagine, au fur et à mesure, parce qu'on les a pas encore toutes vues en action. La série n'a pas joué toutes ces cartes, évidemment. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les humains, et même tout le monde, tous les gens qui travaillent ici, commencent à remettre en question le PDG par rapport à l'affect envers les enfants, parce qu'on dirait qu'ils détestent les enfants. On dirait qu'ils s'en foutent, pour lui c'est que des machines, c'est un outil de travail. Mais pour ces gens-là, ces enfants sont leurs enfants. Et encore une fois, le côté maternel, paternel qui reprend le dessus. Ce sont leurs créations. C'est plus que juste une machine pour eux. Et ça, c'est important. En plus, ce qui est bien, c'est que le PDG, lui, il veut la confrontation. Il dit à ce mec, Grow a Spine, il veut être confronté par rapport à ses idées, sa moralité. C'est un mec qui rêve de se confronter intellectuellement à quelqu'un. Donc quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, lui s'intéresse, il veut savoir. Et du coup, il y a une vraie désobéissance qui commence à se créer au sein de cette entreprise de la part de tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Et je pense même qu'au premier degré, ça va plaire au PDG. Parce qu'ils sont tous contre ce projet. Je veux dire, ils ont créé une sorte de nouvelle machine unique, incroyable, qui pourrait changer le monde. Et ils se concentrent sur ces nouveaux spécimens par ego, par le fait de vouloir concurrencer Yutani. Et forcément, tous les gens qui travaillent pour lui sont contre. Ils se disent, putain, mec, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet, qu'on va bientôt sortir. Et toi, t'as une nouvelle obsession maintenant, tout de suite, alors que c'est pas le moment.
Du coup, il y a eu vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Encore une fois, c'est confirmé que les œufs détectent uniquement la chair humaine, organique, mais c'est peut-être sous-entendu qu'il n'y a pas de reine alien. Je ne sais pas la manière dont il a dit que les xénomorphes pondent ces œufs. On ne sait pas s'il y a vraiment une reine au final. Peut-être vraiment, ils vont faire une sorte de retcon où ils vont dire, ok, ils peuvent pondre des œufs sans avoir de reine. Vous savez, comme dans Alien à la base, c'était les humains qui étaient mis en forme de cocon qui devenaient des œufs. Vous savez, les scènes coupées d'Alien 1. Peut-être ils vont remettre ça au goût du jour, parce que le concept de la reine, bon, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui détestent. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Ils ont changé l'ADN des xénomorphes dans le deuxième film, mais j'accepte, voilà, ça me dérange pas des masses. Mais l'idée des cocons et des cocons qui deviennent des œufs, surtout, était intéressante. Peut-être ils vont revenir vers ça. Je m'attends pas à voir une reine alien dans la série. Par contre, je serais pas surpris de voir une nouvelle manière d'évoluer et de pondre de la part des aliens. Ça serait pas une chose choquante, surtout quand tu sais que la saga a souvent joué avec l'évolution de manière générale. Donc ça m'intéresse. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il compare justement les parasites aux humains. Parce que comme les humains, les parasites ont besoin d'un hôte pour grandir, ensuite sortir. Et lorsqu'il dit ça, il se sent supérieur, le personnage de Timothy Olyphant. Il se sent vraiment au-dessus parce que lui n'est pas un parasite. Et ça, c'est fascinant. Parce que tu vois le début de cette désobéissance. Et ça, c'est bien. Pareil pour le majordome. Le majordome, ici, il va gronder les enfants. Il va leur expliquer qu'ils sont espionnés. Littéralement, hein, tout ce qu'ils font, ils sont espionnés. Bon, ça, c'est compliqué. En termes de scénario, il faudra vraiment bien le gérer. Et les enfants n'aiment pas ça, forcément. Mais en même temps, il parle du fait d'être un parent. Je pense que beaucoup de parents aimeraient pouvoir espionner constamment leurs enfants, non pas pour être dans leur vie privée, mais pour juste s'assurer qu'ils sont en sécurité. Et ça, c'est un truc que les enfants n'ont jamais aimé. Hein. Aucun enfant n'aime être espionné par ses parents, mais ils jouent là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ce sont des machines en réalité aussi. Donc, il y a littéralement des caméras dans leurs yeux et ils n'ont pas de vie privée. Et ça va les frustrer, ils n'aiment pas. Et j'aime bien ces plans parce qu'il y a toujours une séparation qui est mise entre les deux. Il y a ce majordome, entre guillemets, hein, qui est là. Il les sépare. Ensuite, il les sépare encore. Toute cette scène-là, ils sont jamais dans le même plan, les deux enfants, sauf à la fin. Parce qu'ils comprennent à la fin que s'ils veulent gagner, s'ils veulent s'en sortir de cette prison, ils doivent être ensemble. Et lorsqu'il y a des forces supérieures comme lui, qui va les séparer littéralement, hein, il faudra qu'ils s'allient quoi qu'il arrive. Et ça, en termes de mise en scène, c'était une bonne idée aussi, je trouve. Surtout que Timothy Olyphant, le personnage, voit ce qui s'est passé, il comprend vraiment, et il sait que c'est comme ça qu'il doit les séparer. C'est vraiment diviser pour mieux régner. Parce que lui, c'est à la fois un père, mais aussi un tortionnaire, si on veut, ou alors une sorte de garde de prison, si vous considérez que c'est pas vraiment la torture. Mais ça, c'est fascinant, parce qu'il comprend ce qui se passe, c'est un parent qui les surveille, et il comprend les dynamiques entre les deux. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, encore une fois. Le cyborg en ville qui vole de la nourriture, bah, ça confirme encore une fois son humanité, mais lui aussi est en pleine désobéissance contre Yutani, car c'est devenu le but de sa vie. Les créatures, vu qu'il a tout perdu, il a plus sa fille qui est sûrement décédée parce qu'elle devait avoir, je sais pas, une 80 ans, un truc comme ça. Vu qu'il a perdu ça, le nouveau travail de sa vie, c'est retrouver évidemment ces spécimens, et ça devient une sorte de professeur fou, obsédé par ces créatures. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires la semaine dernière que c'est l'équivalent de Captain Crochet, le crocodile, et Peter Pan. Vous savez, Captain Crochet veut se venger de Peter Pan, et en même temps, il est poursuivi par Crocodile, vu qu'il a une sorte de main crochet dans l'épisode 1 ou 2, et en même temps, il y a le xénomorphe qui représente le crocodile, et il y a littéralement Peter Pan et les Lost Boys. Bon, je pense que c'est une comparaison qui est assez intéressante, et en même temps, j'aime bien parce que tu sens qu'il va désobéir tout en voulant amener ces spécimens à Yutani, pendant que Yutani, ici, surplombe la ville, domine le monde. Et je trouve ça intéressant symboliquement. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est la jalousie des synthés. Wendy est la préférée car c'est la première. Et cette femme-là rétorque, c'est le pancake raté. Le premier pancake est toujours raté. Et tu sens qu'il va y avoir une sorte de division au sein des enfants, qu'il y aura une sorte de trahison de la part de ces enfants entre eux, et qu'il y aura les rebelles et aussi ceux qui vont obéir. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et de l'autre côté, lui se pose des vraies questions, parce que maintenant que c'est un être artificiel, lui, ça lui ferait un choc. Ça serait quelque chose qui serait déshumanisant pour lui. Mais elle dit qu'elle est OK avec ça parce que c'est la vie éternelle, elle pense à plein de choses, comment améliorer le monde, le rendre meilleur. En fait, elle a plein d'interrogations, certes philosophiques, mais surtout, elle veut devenir comme son père. Et ça, c'est un truc qui est comme tout enfant. Les enfants veulent ressembler à leurs parents. Et ça, c'est fort. Et d'un autre point de vue, lui, il parle du génie. Il dit que, en fait, t'es un génie uniquement quand t'es enfant parce que t'as l'imagination. C'est pour ça que lui il se comporte comme un enfant aussi, parce qu'il se considère comme un génie, il veut ne jamais grandir, et c'est aussi pour ça que Peter Pan est important pour lui,
et en même temps qu'il a créé des génies enfants. Parce que pour lui, c'est là qu'il y a le plus de force, d'inventivité. C'est pour ça qu'il est comme ça et c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Mais d'un autre côté, il joue avec elle, c'est-à-dire qu'il va lui donner de la validation. Et c'est une ambiance un peu bizarre. Tu te demandes vraiment s'il va se faire groomer. Alors quand on dit groomer maintenant sur les réseaux, c'est vrai que c'est une connotation très sexuelle. Mais je pense qu'il est en train de la groomer, pas que pour des choses sexuelles, parce qu'il considère aussi que c'est des enfants, mais ça pourrait aller dans ces directions-là de manière assez macabre et lugubre, mais surtout pour la dominer et pour qu'elle soit obéissante avant tout. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est ça que les parents font dans cette série, ils essaient de manipuler les enfants constamment. Marrow, qui lui parle via la puce, justement, il est dans sa tête à cet enfant. Et il essaie de le groomer aussi. Il essaie de lui rentrer dans sa tête pour qu'il lui obéisse et tout. Et ça, je trouve qu'encore une fois, c'est une très bonne idée parce que ça montre la quête d'identité et en même temps comment ses parents vont forger l'identité et leur instinct paternel, maternel. Et il y a une sorte de satisfaction de sa part de réussir à parler à cet enfant et de le dominer. Et il dit aussi une phrase très rigolote, il dit « Don't let the bed bugs bite ». Voilà, c'est les punaises de lit, c'est une expression anglaise évidemment, sauf que là, il y a littéralement des bestioles, non pas de lit, hein, mais il y a des vrais spécimens qui peuvent faire du mal, et il dit ça en rigolant. Mais c'est là qu'on arrive encore à ce que j'ai sur l'identité, c'est cette femme qui voit un truc sur ses yeux, qui voit une sorte de portail vers l'âme. Encore une fois, le miroir, c'est le portail vers l'âme, hein, ça a toujours été dit comme ça. Et on voit ici, elle et son ancien corps, son ancien visage. Et elle comprend qu'elle est dans une prison. Elle essaie de rentrer littéralement dans son âme, son identité, mais l'œil refuse. Elle ne peut pas pousser son œil parce que c'est une machine aujourd'hui. Donc elle ne peut pas rentrer dans son âme, et je trouve ça vraiment bien. Et il y a ce flashback, tu as l'impression, ou cette vision, où elle voit ce travailleur clope au bec, comme s'il était dans la mine, tu as l'impression. C'est son père, on est d'accord. Ou alors c'est quelqu'un de sa famille, mais on dirait que c'est son père parce qu'on sait que ses enfants ont été abandonnés lorsqu'ils étaient plus jeunes, ou en tout cas ils ont été envoyés ici parce qu'ils avaient des handicaps, des problèmes, et peut-être c'était justement ces travailleurs qui étaient au bout de leur vie, qui ne pouvaient pas gérer leurs enfants, qui ne voulaient pas gérer leurs enfants, qui juste les ont donnés pour des expériences horribles. Donc ça, cette mise en scène-là, j'aime beaucoup. Surtout que c'est sous-entendu que tout ça est provoqué parce que l'alien de tout à l'heure l'a touché. Et encore une fois, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui se fait après. L'idée que cette femme se réveille parce qu'elle entend les bruits de la ruche qui souffre, c'est génial. Le mixage son, le sound design de manière générale est super dans cette scène. Elle commence à rôder comme un xénomorphe dans les couloirs. Et même si elle est blessée à cause justement du fait que l'œuf est blessé aussi, ça montre la force de cette ruche. Ça montre à quel point les xénomorphes et les aliens sont connectés, la douleur partagée. Et ça rend tout ça un peu plus triste. Parce que tu vois que lorsqu'ils perdent quelqu'un, tout le monde souffre. Et ça donne encore plus de raisons et plus de motivation à vouloir les sauver. Parce que lorsque quelqu'un souffre, tout le monde souffre, et pas tout le monde a envie de souffrir de manière générale. Et je trouve ça fort, ça crée un truc familial, intéressant, et j'aime bien parce que le lien qui est fait visuellement entre l'œuf qui est ouvert ici, et en même temps l'opération ici avec le poumon qui sort, on dirait un œuf aussi, c'est la même opération, il y a un lien qui est fait entre les deux, d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue du symbolisme, et j'aime bien la force de cette ruche. J'aime bien l'idée de voir justement un tétard xénomorphe, je trouve que c'est intéressant aussi. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, ça démystifie Alien et tout. Écoutez, ça n'a rien changé à Alien, c'est juste que ça met en avant le côté plus scientifique de la chose, comme l'a fait Prometheus, comme l'a fait Covenant, donc il n'y a rien de nouveau. Mais j'aime bien cette idée, parce que le design du tétard est assez badant, je trouve ça vraiment très cool, et en même temps, ça montre encore une fois que ce qui connecte les aliens entre eux, c'est la ruche, quoi. Il y a un truc entre eux d'écho, t'as l'impression, qui les connecte constamment. Et l'idée que ce soit ce tétard-là, entre guillemets, qui contamine un poumon sous respiration artificielle d'une forme organique, le frère, c'est génial. Parce que du coup, il y aura un bout du frère dans le nouvel alien qui va naître ici, le nouveau xénomorphe. Et forcément, quand Wendy va devoir faire face à xénomorphe, ça sera à la fois un xénomorphe donc de sa famille, et en même temps un bout de son frère. Peut-être son frère va même pas s'en sortir, on n'en sait rien. Et je trouve que thématiquement, la série a plein de bonnes idées qui sont nouvelles et qui me font kiffer. Et je trouve ça vraiment bien. Et en plus, tu te poses la question, bah elle, encore une fois, qui est-elle? Est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est une synthé? Est-ce qu'elle va être en quête de rébellion, d'identité, de liberté? Et encore une fois, si la série se concentrait sur les dialogues, si elle se concentrait sur ses thématiques sérieuses, sur son scénario, masterclass. Mais la série se concentre aussi sur de l'action et de l'horreur qui ne marche pas. Là, il y en a eu moins dans cet épisode 3. Et je pense que c'est le meilleur des 3 épisodes, largement. Mais dans les 2 premiers, c'était vraiment full action, full horreur ratée, j'étais déçu. Là, vu que ça se concentre plus sur le scénario, sur ce qui fait la force d'une série comme ça, je suis fan, j'aime beaucoup. J'ai envie d'en voir plus comme ça, j'ai envie que ça se concentre sur ça. J'ai pas envie de revoir de l'action débile, mal faite. J'ai envie que ça parle de choses sérieuses, philosophiques, intéressantes, de personnages. S'ils font de l'action, qu'ils fassent bien.
Mais j'ai peur que l'épisode 4, il y a déjà un nouveau xénomorphe, et ça va nous remettre de l'action, de l'horreur, quoi. Mais si c'est bien fait, ok. Mais pour l'instant, c'est pas bien fait. Bref, on en reparlera évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, je sortirai toutes les semaines les critiques de cette série. Que ça marche ou pas, je m'en fiche, j'ai envie de parler de cette série, ça me fait grave kiffer. Dites-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.